vous avez remarqué que c'était un film quand même assez complexe, peu conventionnel. Donc je vais attaquer immédiatement. Je ne parlerai donc pas du tout du choix du film, c'est pas mon problème. Il était déjà choisi. C'est un film que je trouve superbe. Ensuite, on pourrait évidemment parler. Je pense qu'il peut être interprété et lu à plusieurs niveaux de lecture, ce qui fait qu'il est accessible, je pense, à pas mal de tranches d'âge. Mais ça, ce sera un autre problème. Donc, je voudrais en préambule insister sur la nécessité, à mon sens, de souligner ou de partir des procédés formels pour analyser n'importe quel film, mais ici notamment L'Esprit de la ruche, dans la mesure où c'est par la forme que toujours un film, comme un roman, comme un poème, etc., comme une peinture, nous parvient au spectateur. Si Victor Ellis avait voulu faire un essai philosophique ou un texte documentaire, etc., il l'aurait fait. Il a fait un film. Donc, l'essentiel, disons que c'est la forme qu'il prend qui porte le sens. C'est pour ça qu'il me semble à moi que une bonne méthode pour aborder un film, surtout quand le film est complexe, c'est de partir des procédés formels, des structures, ici évidemment en l'occurrence le montage, etc. Donc ce sera mon axe d'analyse. Je vais donc commencer par vous parler de la conduite du récit. Alors j'essaierai de ne pas trop vous montrer d'images pour ne pas trop perdre de temps, et comme vous venez de le voir, mais il y a même quand on vient de voir un film qui est tout de même dense, on n'est pas toujours attentif à tout ce qui se passe dans l'image et sur la bande-son, puisqu'on est sans arrêt sollicité par divers moyens d'expression dans le cinéma, contrairement à la littérature. Donc il est difficile de tout retenir. Donc quand je le jugerai utile ou nécessaire, Xavier vous montrera des extraits très courts d'un plan ou d'une micro-séquence pour vous les remettre en mémoire. La première chose, alors bien sûr, tout ce que je vais vous dire, c'est une lecture personnelle, donc qui n'est pas la seule. Je ne possède pas et je ne prétends pas posséder la vérité sur le film. Je fais une proposition de lecture à partir évidemment du texte filmique lui-même. Donc j'essaye de ne pas disons, fausser ce que nous propose le film. Mais bien sûr, surtout dans un film de ce type, plusieurs lectures, plusieurs interprétations peuvent être faites. La première chose que je soulignerai, c'est, dans la conduite du récit, c'est la discontinuité de ce que j'appelle le fil narratif. C'est-à-dire qu'on a affaire ici à un récit chronologique qui commence à un point A qui se termine à un point Z, sans anachronie narrative. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'analepse, de prolepse, il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas de bond en avant. Tout suit une chronologie, disons une linéarité prospective. Donc la complexité du récit ne vient pas d'anachronie narrative, elle ne vient pas de la subversion, comme on peut avoir dans d'autres films ou dans d'autres récits, elle ne vient pas de la subversion de l'ordre du discours, mais d'autres procédures que je vais voir maintenant. Et en premier, je vais vous parler donc rapidement de cette discontinuité du fil narratif qui peut être un peu perturbante. C'est-à-dire que dans le film, il y a au fond trois mondes qui se côtoient, qui se frôlent, dans le même espace de la maison familiale, qui est l'espace, disons, d'où tout irradie. Le monde des fillettes, Anna et Isabelle, sa sœur, donc principalement bien sûr celui d'Anna,
qui est centré autour de son expérience du cinéma, sur laquelle je reviendrai, est lié à un espace particulier qui est composé de la chambre des fillettes, de l'école, de la salle du cinéma et de la bergerie, essentiellement. Ce sont ces 4 lieux qui sont d'ailleurs récurrents et où l'on voit et revoit les deux gamines. Le monde du père, Fernando, qui est perdu, lui, dans la contemplation des abeilles et la réflexion, évidemment, qu'elle suscite en lui, dans un espace qui est lié aux ruches et à son bureau. On le voit souvent, c'est l'espace, je pense, le plus récurrent où l'on voit le père dans son bureau. Et le monde de la mère, qui est, elle, nostalgique du passé, et qui est lié à l'espace de son bureau d'où elle écrit cette lettre qu'elle va poster et à la gare. On voit très peu la mère, hein, on voit relativement peu le père aussi d'ailleurs. Ce sont des personnages relativement absents, j'y reviendrai notamment pour Fernando. Alors ces 3 mondes que j'ai très rapidement décrits s'interpénètrent très rarement. C'est ça évidemment l'originalité de cette famille, disons, et ce qui rend le récit un peu discontinu, c'est qu'on passe du père aux fillettes, à la mère, on revient aux fillettes, etc. Mais ils sont très rarement ensemble. Donc, souvent, dans les films où il y a une famille, on voit la famille réunie, ne serait-ce qu'au repas, etc. Là, il y a juste une séquence de petit déjeuner, très silencieuse d'ailleurs. Il y a la séquence des champignons, la balade des champignons avec le père. Et puis la séquence où Fernando cherche sa fille et la retrouve à la bergerie, et d'où elle s'enfuit immédiatement. Et la mère, on la voit très peu avec ses enfants. On la voit à un moment, dans la chambre des fillettes, quand elle coiffe Anna, qui est un moment d'intimité et de tendresse très rare dans le film. Donc, ça c'est la première chose, me semble-t-il, à souligner et qui fait qu'il y a une certaine discontinuité dans ce qu'on nous raconte. L'autre disons, procédure que met en place le réalisateur, c'est une sorte de déflation, d'affaiblissement, d'atténuation du principe de causalité. Et donc de l'efficacité narrative, puisque vous savez que le récit, ce qu'on appelle le récit efficace, c'est le récit qui met en place, qui enchaîne les épisodes ou les actions sur le principe de la causalité. Cause, effet, etc. C'est évidemment l'efficacité maximale, par exemple dans les polars, hein, les films d'aventure, etc. C'est-à-dire les récits qui sont fondés sur l'action, principalement, les westerns, etc. Or, dans ce film, le principe de causalité, qui est à l'œuvre de temps en temps, c'est pas un film complètement acausal, bien sûr, hein, mais il est bien souvent remplacé par une logique associative et donc d'une temporalité distendue, qui n'est pas soumise au temps des horloges, qui n'est pas calendaire, qui n'est pas soumise au calendrier, au temps de la montre, etc., et qui est celle d'un temps donc subjectif, beaucoup plus subjectif qu'objectif. Donc la temporalité, elle est, comme je vous le disais à l'instant, elle est distendue et elle est floue. Alors j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une linéarité chronologique, certes, mais on peut remarquer que entre les séquences, la temporalité est très floue, elle est indéterminée en fait.
La plupart du temps, on passe d'une séquence à l'autre et on ne sait pas exactement combien de temps on passait, si c'est le même jour, si c'est le matin, l'après-midi, le lendemain, 2 jours après. On voit bien que c'est la même période, bien sûr, mais sans précision, sans une temporalité réellement déterminée, avec précision. D'une part, donc, indétermination de la temporalité. On peut ajouter à cela la durée des plans. La durée des plans, vous savez que dans le cinéma, disons, dans le cinéma dominant, hein, en gros, le plan, il s'arrête lorsque le monteur ou le réalisateur juge que les informations sont passées, sont bien passées. Et donc, il y a une durée, bon, disons, tout dépend de ce qui se passe dans le plan, bien sûr. Hein. Si c'est un plan séquence, il peut durer longtemps. S'il y a beaucoup d'informations à donner, il peut durer assez longtemps. Mais à partir du moment où l'information est passée, d'une façon générale, on passe à un autre plan. Alors, il y a des cinéastes qui prennent le contre-pied. Je vous donne un exemple qui n'est pas dans le film, mais que tout le monde... Enfin, vous connaissez tous Marguerite Duras, bien sûr. Elle a fait des films, comme vous le savez aussi. Et le film qui est le plus connu, c'est India Song. India Song commence par, généralement, le début, l'incipit, que ce soit d'un roman, d'un film, etc. C'est un lieu stratégique du récit. C'est là qu'il faut appâter le spectateur. Hitchcock le dit bien. Hein, il faut le prendre, capter son attention dès le premier plan. Donc c'est vraiment un lieu narratif extrêmement important. Eh bien, dans India Song, le premier plan, c'est un coucher de soleil. C'est pas trépidant comme action, où le soleil se couche, donc on sait qu'il se couche pas très 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 rapidement, et il n'y a rien d'autre. Et puis à un moment donné, il y a une espèce de mélopée indienne qui apparaît sur la bande son, qui ne stimule pas non plus des choses extrêmement actives, et ça dure des minutes, je ne me souviens plus combien, mais très longtemps. Là, vous avez donc un choix esthétique, qui peut mettre un choix philosophique, un choix de vision, de représentation, etc., et qui prend le contre-pied de l'efficacité narrative. Eh bien, dans le film de Victor Elisée, on a la même tendance, c'est-à-dire que la durée des plans ne correspond pas à la densité d'informations données, mais correspond à une temporalité qui est une temporalité au fond de l'intériorité, de la contemplation, qui va être évidemment la tonalité du film. Donc, quand vous avez, par exemple, un plan, on y reviendra peut-être si on a le temps, de la bergerie, cette maison isolée, abandonnée, etc., c'est une ancienne bergerie, qui est dans ce paysage castillan complètement dénudé, aride, etc., il suffirait pour l'information que le plan dure très peu de temps, hein, 1 ou 2 secondes. Et là, vous avez un plan frontal très long, trop long, si vous voulez, pour ce qu'il a à nous dire de purement informatif. Donc, tous ces plans, je vous donne cet exemple-là, on peut le regarder, il y en a d'autres, on va peut-être aller un peu plus vite, mais il y a aussi, j'y reviendrai aussi, l'insistance sur les visages, notamment le visage d'Anna. Le visage d'Anna, ça on va peut-être le revoir, parce que c'est un très très beau plan et qui est très signifiant. Il y a également qui s'ajoute à la durée des plans, la durée, disons, anormale des plans. On va peut-être voir quand même, vous aviez donc la première, il s'agit, d'ailleurs je ferai un commentaire sur un autre point dans quelques minutes, mais pour vous montrer la durée
l'insistance sur une temporalité, sur la densité temporelle. C'est-à-dire ce sont des plans qui nous font sentir le temps. Donc, là, si vous voulez, Elisée est du côté de ces cinéastes qui prennent le temps, comme Tarkovsky, il a fait un très beau livre qui s'appelle « Sculpter le temps », ça en dit long, comme Antonioni, enfin bon, il y a beaucoup de films japonais aussi, etc. Donc, on va vous montrer, tu peux nous montrer là, oui. Donc à 27... oui, c'est juste après. Là, je vous gêne? Non, je vous gêne pas. Est-ce que tu veux parler par-dessus les extraits? Non, on ne parle jamais par-dessus les extraits. Parce que ça détourne l'attention de l'extrait. Ah. C'est juste après ça. Là, c'est une question. J'ai pris un peu. C'est quand... Elle est déjà... C'est 27 minutes. Alguien que miraba esas cosas, una vez pasado el asombro, no tardó en apartar la vista, en la que se leía no sé qué triste espanto. Ah oui, c'est que à partir de 5. J'ai pas c'est là. C'est bon, c'est à partir de là. Bien, donc vous avez remarqué que le plan est fixe d'abord et qu'il y a un temps, une durée assez considérable
sur la femme qui ferme les yeux, qui les ouvre, ou qui les a ouverts, ensuite qui les ferme, puis après qui les rouvre. Mais il y a, ce que je veux souligner, évidemment, c'est cette insistance sur une temporalité qui est signifiante, hein, c'est-à-dire qui souligne la difficulté de communication entre Fernando et Teresa, puisqu'elle fait semblant de dormir, etc. Bon, là vous avez un exemple de temporalité distendue. Alors le temps chronologique et de l'horloge, si vous voulez, se voit également contrarié dans sa dimension vectorisée. La dimension vectorisée, vous savez, c'est lorsque tout récit va vers sa fin. Ça, c'est l'efficacité narrative, et l'efficacité narrative nous fait attendre la fin. C'est le principe, si on prend le cas le plus extrême, le principe du suspense, Hitchcockien par exemple. C'est-à-dire qu'il faut sans arrêt que le récit fasse attendre ce qui va se passer. Chez Élysée, on n'est pas du tout dans ce cas de figure, justement parce que ce qui l'intéresse, ce n'est pas ce qui va se passer, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que le temps de la fiction, c'est un temps présent, c'est un temps, je veux dire, qui oriente le spectateur, le regard du spectateur sur l'actualité, sur l'image présente, et pas sur celle qui va advenir. Même s'il y a quand même une vectorisation. Bien sûr, on attend, on se demande ce que la petite Anna, comment elle va réagir, etc. Mais ce n'est pas, évidemment, c'est pas l'essentiel du film. Donc, je disais que la temporalité, le temps, était contrarié dans cette dimension de vectorisation par un montage de type que je dirais plutôt de type poétique ou musical ou plastique. Il y a d'ailleurs les trois se mêlent, qui est un montage qui est fait de rimes, d'échos iconiques, d'échos sonores, de répétitions, d'analogies. Toutes ces correspondances favorisant une perception achronologique, qui est donc déliée du temps de l'horloge, et au profit d'une temporalité de la rêverie, de la contemplation, du fantasme, de l'onirisme, de l'imaginaire. Et c'est toutes ces reprises, ces répétitions, ce jeu, comme je viens de dire, qui imprime au film un rythme très, très particulier, et qui n'est évidemment pas celui du film, disons en gros, d'action, hein, qui repose donc sur cette efficacité dont je vous parlais. Et là, on voit nettement, bien sûr, qu'il y a substitution d'une aventure intérieure à une intrigue extérieure. Il n'y a pas d'intrigue proprement dite extérieure, sauf quand la gamine s'enfuit et qu'on la retrouve et qu'on la cherche. Bon, mais c'est un épisode très, très bref dans le film. Ce qui compte ici, c'est évidemment l'aventure intérieure de la petite Anna. Donc je vous montre quelques exemples. Alors on vient de voir évidemment une micro-séquence intéressante entre Fernando et Teresa. Là, il n'y a qu'un plan, un plan fixe, mais vous voyez comment, à l'intérieur du plan, il y a un montage, si vous voulez, un montage dans le plan, et notamment sonore et aussi, bien sûr, plastique. Vous avez d'abord les barreaux qui indiquent toujours une espèce de fermeture. Vous avez l'absence de Fernando qui apparaît seulement dans des ombres plus ou moins diffuses, et vous avez le son des pas de Fernando, donc qui est toujours hors champ au fond.
Donc ça, c'est évidemment un plan extrêmement significatif du manque de communication et d'une sorte d'enfermement de chaque personnage dans son monde particulier. Alors, je vais vous montrer là un exemple de montage associatif. Donc, l'association peut se faire soit par opposition, on passe parfois de Fernando à Teresa d'une façon plus... où on voit Fernando, ça, vous le reverrez, mais l'association peut se faire aussi par analogie, bien sûr. Alors, je vous donne un exemple. Là, alors c'est l'exemple 3, Xavier. D'accord. C'est 5,50. Ouais. Donc ça se passe à la fin de la projection du film de Weil, le Frankenstein, et on passe tout de suite à Fernando, hein, qui apparaît dans son scaphandre d'apiculteur. Vous devez vous souvenir, c'est une image très, très, très prégnante, disons. Tu l'as trouvé? Oui, c'est juste que ça bug, je sais. Évidemment. Je sais pas pourquoi je ne veux pas se lancer. Pardon. Ça va venir. Le présentateur vient d'avertir le spectateur il vient de parler de la créature de Frankenstein, et il vient d'avertir que c'était il y avait des images un peu difficiles, mais qu'au fond, il ne fallait pas les prendre trop au sérieux, etc. Voilà, c'est là. C'est juste avant ça, non? Ah. Tu ne l'as pas. Moi j'ai ça, c'est 5,50. C'est l'apiculteur. Ah bah ouais, désolé. Ouais, non, mais c'est... Bon, écoutez, c'est pas... Je crois que c'est celui-là, non? Oui, mais ce que je voulais voir, c'était le passage d'un plan à l'autre. Bon, mais je suppose que vous en souvenez. Hein. On passe de la salle obscure, avec l'écran de cinéma, hein, et le présentateur lance le film de James Whale. Et donc, juste après, en coupe franche, je crois que c'est une coupe franche, c'est-à-dire sans transition, on passe à ce plan. Ça commence par un fondu au noir. Il y a un fondu au noir. C'est ça, ouais. Il y a un fondu au noir, donc qui laisse espérer, qui laisse attendre le début de Frankenstein, du film de Frankenstein, hein, puisqu'on vient de voir le présentateur. Et au lieu du film de Frankenstein, ce qui apparaît, c'est Fernando dans son scaphandre là d'apiculteur, en train de pulvériser, je ne sais quoi, sur les abeilles, etc. Donc il y a là un montage intéressant qui n'est pas du tout d'ordre causal, ni d'ailleurs chronologique. On ne sait pas du tout quand peut-être c'est simultané, on ne sait pas trop, mais qui est d'ordre associatif. C'est-à-dire qu'il y a une analogie, il y a évidemment un effet de surprise du spectateur, mais au lieu de voir la créature de Frankenstein, ce qu'on voit, c'est Fernando. Et c'est cette apparition qui a d'ailleurs une allure un peu préhistorique, hein, il est un peu monstrueux derrière son scaphandre grillagé, on voit pratiquement pas son visage, et on a l'impression d'une bête énorme, c'est une créature. C'est à ce moment-là, il se présente à nous, et c'est quand même sa première apparition, et il se présente à nous comme une sorte de créature monstrueuse, hein, comme un artefact, j'en reparlerai. Et donc il y a une analogie qui se crée d'emblée entre Fernando et la créature de Frankenstein. C'est la première analogie, le premier lien qui se crée entre les deux monstres, entre guillemets. Bien. Ça, c'est un exemple donc de montage associatif. Vous en avez un autre. Alors, c'est le 4. Ah oui. Voilà. C'est le passage de l'école. Alors, elles sont à l'école,
les gamines sont, les gamines sont à l'école, et on passe de l'école avec un texte qui est lu par une, je ne sais plus si c'est l'instit ou une des gamines, un texte de Rosalía de Castro, qui est une écrivaine romantique, et on passe directement à la scène, à la séquence de la bergerie, la bergerie isolée. Alors, ouais, voilà. Ça, c'est l'extrait de Rosalía de Castro. Vous entendez? Oui, d'accord. Donc, il y a un fondu enchaîné entre les deux, donc une superposition optique entre l'école, l'apprentissage à l'école et l'apprentissage à la bergerie, qui met en lien donc deux types d'apprentissage différents. L'apprentissage de l'éducation nationale, si on peut dire, de l'école, et la formation singulière d'Anna, avec sa sœur aînée comme guide, qui va voir cette profondeur obscure dont on parle dans le texte de Rosalía de Castro et qu'elle retrouve immédiatement dans le puits. Bon, ça, c'est encore un exemple de lien analogique, donc fait par un montage qui est fait par association et qui n'est pas fait par causalité. Alors, je vous donne d'autres exemples, parce qu'il y a d'autres types de montages qui ne sont pas des montages de causalité. Il y a le montage plastique, il y en a beaucoup dans le film. Par exemple, si tu peux avoir, il y en a un que je vais sauter parce qu'on l'a vu tout à l'heure, il est facile à voir, mais il y en a un à se souvenir. Il y en a un qui est très intéressant, c'est le 5 à 46. Okay. C'est un montage qui met dans la contiguïté textuelle, dans la contiguïté filmique, vous avez à l'intérieur de la maison familiale une enfilade de pièces. Une enfilade de pièces avec les portes ouvertes. Et en perspective, on voit donc les deux lignes qui convergent évidemment vers le point de fuite. C'est un plan très pictural. Et juste après, il y a la voie ferrée qui reprend dans le même axe les deux lignes convergentes de la voie ferrée où les deux gamines vont aller écouter le train. Là, vous avez vraiment un montage plastique tout à fait évident et très, très, très fort, très puissant. Parce qu'il y a toujours ce petit bug au début. Je sais pas pourquoi. Ça faisait pas ça avant, évidemment. Non. Ça, c'est les joies de la technologie. Oui, c'est ça. Pénible. Bon, on passe. Non, ben il va venir. Il va venir. Je suis désolé. Il met du temps à réagir, je sais pas pourquoi. On va l'arriver. Bon, écoute, tu nous dis quand ça arrive. On va continuer. Mais vous voyez, je pense que vous vous souvenez du plan. Ça y est. Vous voyez, il y a même une surimpression optique qui marque vraiment, qui signifie l'analogie entre les deux. Donc,
là, vous avez un exemple de montage plastique, mais ce n'est pas le seul, bien sûr. Hein. Vous avez également, mais ça, je ne vous montre pas parce que c'est une image, je pense, très prégnante, l'écho, et souvent le passage de l'un à l'autre, entre la ruche, la structure de la ruche, et la structure, le motif des carreaux. Hein, avec en plus la couleur miel des carreaux, hein, qui, bien sûr, renvoie au miel des abeilles. Donc vous avez énormément de types de montage, d'endroits où le montage est fait de cette façon. Vous avez également le montage sonore. Alors tout ça, ce sont des choses qui, pour des enseignants de lettres, sont toujours un petit peu difficiles. On n'y pense pas toujours, parce qu'évidemment, il n'y a pas le son dans la littérature, on y pense beaucoup moins. Mais c'est une composante extrêmement importante des films, et notamment dans ce film qui n'abuse pas de la musique, mais qui, justement, de la musique et du son, hein, mais qu'il s'en sert vraiment de façon significative. Donc il y a une importance énorme attribuée au bruit, au son. On a entendu les pas de Fernando tout à l'heure, on les entend souvent, les gamines à un moment donné, elles entendent les pas du père. Souvenez-vous des chuchotements des fillettes quand elles parlent, et c'est tout à fait d'ailleurs émouvant d'entendre les chuchotis, la voix frêle des gamines, le timbre de voix de Anna, et de Isabelle aussi d'ailleurs, mais tout ce qui est lié à une matière sonore, avant même que ça signifie quoi que ce soit. Il y a déjà cette prégnance du son, du timbre, de la texture, comme dans une peinture, comme dans une musique. Et ça, c'est très important pour l'ambiance générale, évidemment, du film. La musique, n'oubliez pas, est génératrice d'émotions. Donc là, là peut-être que tu pourrais trouver assez vite la musique de générique. Ah oui. Assez vite, je fais ce que je peux. Hein. Oui. Bon, fais ce que tu peux, Là, ça y est. Fantastique. Donc, vous voyez d'abord que le film se présente sous l'égide du dessin d'enfant et de la musique, et que le générique d'entrée est important. Là, c'est un générique qui est traditionnellement placé au début. Maintenant, il y a beaucoup de films qui commencent, hein, il y a une ou deux séquences, et puis ensuite il y a le générique. Là, on a affaire à un procédé plus traditionnel. C'est le générique d'entrée, et bien sûr le générique a une place stratégique dans la façon d'installer une sorte d'atmosphère dans laquelle va se dérouler la fiction. Donc là, vous avez bien sûr le dessin d'enfant, tout le côté infantile,
l'univers infantile, et qui est accompagné d'une musique très, très statique, au fond, hein, très statique, beaucoup plus modale que tonale, avec un rythme lancinant, une lente, répétitive, ce qui va, une espèce de litanie, avec la flûte, et la flûte n'a pas de, très peu d'harmonique, donc, et de vibration, donc elle renvoie aussi à la voix d'enfant, la voix fluette d'enfant, sans vibration, la voix peu timbrée d'un enfant. Il n'y a pas de grave non plus, et donc tout cela connote le monde infantile, la féerie, etc. Et cette musique donc qui imprime d'emblée une ambiance très particulière se poursuit donc par un effet de montage sonore, se poursuit sur le début de la fiction, qui est l'entrée dans le réel du petit village castillan, où va avoir lieu la projection. Donc, elle colore déjà, si vous voulez, le début de la fiction de cette tonalité féerique, infantile, dont je viens de parler. Bon, ça c'est... Alors, il y a beaucoup aussi de montage, il y a un effet de montage sonore très intéressant aussi, lors de la projection du film de Whale, j'en reparlerai, et quand Fernando revient chez lui, et que on entend le son de la bobine son du film de Whale sur les images de Fernando. Il y a encore un effet évidemment de simultanéité et de lien associatif, disons. Puis vous avez aussi un montage que je désignerais du nom de magique. Je ne vous le remontre pas, mais quand les gosses vont à l'école, à un moment donné, elles disparaissent de l'image, puis elles réapparaissent, mais de façon totalement magique. Là aussi, il y a un lien avec cet univers féerique et onirique des enfants. Donc, tout ce que je veux souligner ici, c'est la dimension sensible qui impose d'abord sa présence. Le film privilégie l'émotion, l'irrationnel, le sensoriel, comme élément formateur de la structure mentale de la petite Anna, dans une période capitale de son existence. Je reviendrai un peu plus tard sur la puissance du visage. Et en même temps, il impose, avant toute intellection, pour le spectateur, une dimension sensible. C'est-à-dire qu'avant que ça passe par les canaux de intellectuels, si vous voulez, de la compréhension intellectuelle, le spectateur est saisi par cette sensorialité du film qui passe par divers canaux, plastique, son, etc. Alors là-dedans, bien sûr, il faudrait ajouter tous les jeux de lumière. La lumière est très importante, les clairs-obscurs, hein, les oppositions entre lumière et ombre, les nombreuses références à la peinture. Il y a du Rembrandt, il y a du Vermeer, il y a ce peintre danois, comment ça s'appelle, Hammershøi, avec ses portes, ses portes en enfilade, ses personnages de dos, etc. Vous avez le Christ de Mantegna, qui, lorsque le gars de la bergerie là, qu'il tue, que la Guardia Civil tue, et qui se retrouve, le cadavre se retrouve dans la salle de cinéma, autre lien bien sûr, et sa position fait penser, hein, fait référence au Christ de Mantegna. Bon, là, je ne peux pas évidemment m'attarder sur tous ces exemples, mais ils sont très nombreux dans le film. Donc tous ces éléments dont j'ai parlé, la faible vectorisation du récit, la raréfaction de l'action au profit d'une expérience intérieure, c'est ce que Gilles Deleuze, pour ceux qui s'intéressent un peu à la théorie du cinéma, hein, Gilles Deleuze a écrit deux textes qui ont été très importants dans l'histoire de la théorie du cinéma,
L'un s'appelle l'image action, l'autre l'image temps, et pour lui précisément l'image temps est ce qui suppose l'affaiblissement des liens sensorimoteurs. Hein. Donc, c'est-à-dire que c'est l'action qui se raréfie, qui s'affaiblit au profit de l'expérience d'une temporalité qui est liée à une expérience intérieure. C'est l'image-temps. L'image-temps, bon, je vous le cite, se libère des liens sensorimoteurs pour devenir une image optique, sonore et tactile pure, subordonnant, donc ça j'ajoute, la description d'un espace à des fonctions de la pensée. Bon, ça je vous renvoie à l'image-temps, pour ceux que ça intéresse, page 35. Donc, également donc, le jeu de répétition, d'écho, le motif des portes, des fenêtres, les écrans secondaires. Les écrans secondaires, c'est ce qu'on appelle, dans la théorie du cinéma, ce sont toutes les configurations géométriques de rectangles, de plus ou moins de rectangles ou de carrés, en tout cas d'encadrement, qui renvoient à l'écran de cinéma. Et donc qui introduisent une réflexivité dans la fiction. Donc vous avez beaucoup de figures d'écran, vous avez l'écran du ciel, l'écran de la flaque, l'écran, vous en avez l'écran évidemment des fenêtres, des portes, etc. Donc je reprends la liste. L'indécision du sens, ça je crois que c'est très important, que c'est un film auquel il ne faut pas trouver du sens partout, un sens univoque. Il y a des choses qui restent énigmatiques, beaucoup. On ne sait pas, on ne connaît pas l'histoire de cette famille, ce qu'a fait le père avant, il n'a pas passé sa vie, on suppose, avec des abeilles. C'est pas impossible non plus, mais on ne sait pas, par exemple, la femme, elle écrit une lettre à un personnage, on ne saura jamais qui c'est, un amant, un ancien amant, un frère, un ami, le film ne le dit pas, et on n'a pas besoin d'échafauder un sens à cela. Justement, ce qui est intéressant, c'est que ça reste dans une sorte de brume. Le fugitif, celui qu'on retrouve dans la bergerie, le personnage qui va être tué, qui est-il? Pourquoi est-il là? Qu'est-ce qu'il fuit? On ne sait pas. Alors bien sûr, il y a une interprétation, il y a beaucoup d'interprétations qui vont dans ce sens, puisque ça se passe juste après la guerre civile, je vais y revenir, et au début de la dictature, les maquisards étaient toujours poursuivis par le régime franquiste. Donc l'interprétation dominante, c'est qu'il s'agit d'un maquisard qui fuit la dictature et que donc on tue allègrement. Mais tout c'est jamais dit, ce n'est jamais explicite. Il y a beaucoup d'implicite dans le film et il ne faut pas non plus chercher de l'explicite là où il n'y en a pas. Donc il faut accepter l'indécision du sens, il faut accepter de ne pas tout comprendre, il faut accepter l'irrationnel, le mystère, etc. Donc le spectateur n'est pas dans une position très confortable parce qu'il aime généralement les certitudes. Il n'en a pas ici de certitude. Donc il faut accepter l'équivocité, l'incertitude, etc. Alors, je vais maintenant passer à l'utilisation, la façon dont le film utilise le mythe de Frankenstein. Le film commence donc dans un petit village de Castille par l'arrivée du cinéma ambulant et la projection du film dans ce qu'on peut appeler une séquence documentaire. Documentaire dans le sens où il s'agit, dans ces années-là, il y avait, d'ailleurs comme en France à une certaine époque, des camionnettes qui arrivaient avec des films, des cinémas ambulants, qui se mettaient dans des petits villages, etc. Donc tout ça, c'est vraiment du document de la vie de l'époque. Mais plus que cela,
la projection du film est une vraie projection avec chez les villageois. Hein, c'est une vraie projection. Donc Anna, j'y reviendrai, mais Anna, elle voit Anna Torrent, hein, pas Anna du film, Anna Torrent, donc l'actrice, la petite fille de 6 ans, elle voit le film pour la première fois. Donc les gens accourent et les séquences montrées dans le film sont celles du prologue en forme d'avertissement donc aux spectateurs, puis celles fameuses de la rencontre entre la petite fille et le monstre, que la petite Anna voit donc, suivie quelques temps plus tard donc par le plan du père portant sa fille morte dans les bras. C'est tout ce que nous verrons du film de Whale. Ce sont ces trois moments du film de Whale que l'on voit. La bande-son, en revanche, se fait entendre dès la deuxième, montrée par intermittence. C'est même pas suivi, hein, c'est pas continu, disons. Sur des plans de la diégèse première, c'est-à-dire l'histoire de la famille, Fernando, Teresa et les 2 gamines. Donc on voit Teresa qui revient, et puis Fernando surtout, qui revient chez lui, devant la salle qui passe devant la salle de cinéma, qui s'arrête et qui monte dans son bureau, et on continue à entendre le dialogue du film de Whale. Donc le dialogue est superposé à des images hétérogènes au film de Whale, et ce dialogue est celui que le docteur Frankenstein, qui a lieu, donc le dialogue qui a lieu entre le docteur Frankenstein et son patron au moment où le monstre prend vie, où le monstre de Frankenstein prend vie. Donc il parle de curiosité, de danger, de folie, de limite, de vie, de mort, etc. Tous ces thèmes vont entrer bien sûr en résonance avec la fiction première, qui est celle de Anna. Mais du monstre lui-même, la fiction, donc, et Anna, ne retient que la rencontre, les fleurs offertes et la mort de la petite fille. C'est tout. Donc, il s'agit là d'un prélèvement. Elis, le réalisateur, pour faire court, prélève sur le mythe, sur tout le déroulement. Le mythe, c'est un récit, le récit mythique qui est devenu un mythe de Frankenstein. Il prélève ces 3 moments et sur la totalité du mythe. Et donc, il délie, si vous voulez, ces quelques moments de sa mise en syntagme, c'est-à-dire de la mise en récit. Ce qui fait, comme la conséquence, c'est que l'élément isolé, par exemple la mort de la fillette, elle offre les fleurs, les fleurs offertes, et la mort de la fillette, apparaissent dans la fiction de Elisée, comme des éléments isolés, au fond, du mythe. Et cet isolement, ce fait de couper l'élément de la totalité, fait que il est coupé aussi d'une lisibilité plus forte, évidemment, qui est induite par une succession continue, et les images prennent un sens beaucoup plus labile, c'est-à-dire elles acquièrent une plasticité beaucoup plus grande. Comme sont des éléments isolés, chacun en fait ce qu'il veut, et notamment la petite Anna. Elle voit ses fleurs offertes, puis ensuite elle voit la petite fille morte, c'est tout ce qu'elle voit. Et évidemment, tout cela elle va construire quelque chose, de façon fantasmatique bien sûr, dans son expérience personnelle. Donc le mythe
est vu de façon fragmentaire ou fragmentée et a disons, une plasticité sémantique très, très grande pour Anna. Donc cette dénarrativisation partielle du mythe, puisqu'il est coupé du récit total, va de pair avec la fragmentation dont j'ai parlé au début, c'est-à-dire qu'on voit quelques séquences, le dialogue est interrompu, il reprend, etc. Et d'ailleurs, ce qu'on voit du film de Whale change également, bouleverse parfois la chronologie du film lui-même. C'est pas dans le même ordre. Alors, à cette fragmentation s'ajoute un effet de démultiplication. Avant même que ne surgisse à l'écran, donc je l'ai dit tout à l'heure, j'y reviens très, très brièvement, avant même que le monstre ne surgisse aux yeux d'Anna, si vous voulez, enfin aux yeux du spectateur aussi, le monstre de Frankenstein, ce qu'on voit c'est Fernando derrière son scaphandre. Donc, il y a déjà un dédoublement, c'est-à-dire Fernando apparaît d'emblée comme un double de la créature de Frankenstein, du docteur Frankenstein. Alors, je ne reviens pas puisque je l'ai commenté tout à l'heure, mais Fernando, cette association entre Fernando et le monstre, elle est récurrente dans le reste de la fiction. Par exemple, Anna donne la montre de son père au fugitif. Le fugitif va lui-même apparaître comme un autre double du monstre, puisqu'elle arrive dans la bergerie, et dans cette bergerie un peu inquiétante, obscure, etc. Et évidemment, la petite Anna va superposer à l'image de la créature de Frankenstein l'image de cet homme qu'elle trouve dans la bergerie. Donc, il y a un autre double de la créature de Frankenstein dans la figure du fugitif. Or, la montre qu'elle donne, la montre du père qu'elle donne au fugitif, souligne le lien entre le Fernando et le fugitif. Donc il y a le monstre, le père, le fugitif. Et puis le père, on le voit très peu avec ses enfants, et quand on le voit dans cette séquence aux champignons vénéneux, ce qu'il donne, c'est des interdits. Et quand il parle du paradis, qui est très loin, il ajoute qu'elles sont tellement mollassonnes et fines qu'elles ne pourront jamais l'atteindre. Donc c'est quand même un père dont l'éducation visiblement est fondée à la fois sur l'absence et sur les interdits. C'est tout ce qui transparaît en tout cas du film. Donc cette attitude un peu ambivalente du personnage, parce on voit bien qu'il appartient, disons, à tout un courant intellectuel aussi de l'Espagne de l'époque. Alors évidemment, là, il y a beaucoup de références au contexte historique que pour qui n'est pas complètement évident pour les non-hispanistes, bien sûr, mais il faut se resituer au début de la dictature, juste après la fin de la guerre civile, dans ce qu'on appelle los años del hambre, c'est-à-dire les années de la faim, F-A-I-M, dans ces années extrêmement dures pour les vaincus, pour les antifranquistes, hein, qui ont été complètement opprimés, qui n'avaient plus, il y avait plus rien à manger. Enfin, ça a été des années de misère et d'oppression tout à fait énormes. Et il y a eu donc tout un courant intellectuel donc des années de ces années, même qui remontait un peu avant, qui est exemplifié par la figure du philosophe Miguel de Unamuno. Pour les hispanistes, c'est une figure très, très, très importante, qui a été recteur de Salamanque, etc., et qui apparaît dans le film. À un moment donné, la famille est réunie, mais on ne les voit jamais à l'écran ensemble, ce qui est intéressant. La petite Anna feuillette l'album de famille, et à un moment donné, on voit son père, jeune, Fernando, qui est à côté, un montage évidemment, à côté de Unamuno.
ça évidemment il faut connaître Unamuno, mais tout ça, ça fait partie aussi d'un niveau de lecture, si vous voulez, qui n'est pas absolument nécessaire à la compréhension, à la vision du film en tout cas, mais qui rajoute bien sûr un sens politique à la fiction. Donc, il y a un lien qui se crée entre Fernando et Unamuno, donc qui est loin, si vous voulez, de l'image du monstre. Mais justement, ça fait de Fernando une image extrêmement équivoque et mystérieuse, au fond. Alors, je passe sur la vie des abeilles. C'est intéressant aussi, parce que d'abord, c'est le titre, hein, l'esprit de la ruche, et que le motif revient à maintes reprises dans le film. Donc, comme Fernando, le personnage de Don Fulgencio de Amor et Pedagogia, c'est un livre de Unamuno où le personnage principal observe la vie des abeilles. Vous avez un autre livre aussi de Unamuno qui s'appelle La Tia Tula, la tante Tula, où il y a plusieurs références à la vie des abeilles qui peuvent être très intéressantes pour le film, mais évidemment, c'est encore une autre couche de sens. Voyez, bon. En tout cas, Fernando est à la fois le père qui incarne la loi, qui possède le savoir, la connaissance, une certaine forme de sagesse également, qui le tient à l'écart du monde, donc dans l'activité, disons, méditative et contemplative de l'apiculteur, qui perpétue une tradition mythique héritée de l'Antiquité. Mais il est également, et peut-être surtout dans la fiction, le père absent, silencieux, pour ses enfants. C'est-à-dire à part l'interdit et l'avertissement pour les champignons, enfin métaphorique bien sûr pour les champignons vénéneux, le père c'est avant tout une absence. Donc, je vous ai rapidement parlé de la figure équivoque, elle aussi, du fugitif, donc je reviens très, très vite, puisqu'on ne saura jamais ce qu'il fuit, et qui apparaît donc comme un autre double du monde, et la bergerie, là où il se réfugie, qui est dans ce lieu extrêmement aride, vide, parce que la vacuité, comme le silence sonore, hein, le silence du film, c'est un film qui a très peu de dialogue, le vide, donc le vide sonore, et le vide aussi souvent iconique avec ces grandes mesetas, les plateaux arides et dénudés, ce sont des paysages qui prêtent, si vous voulez, à l'investissement onirique et fantasmatique. C'est-à-dire que c'est un espèce de vide que Anna va remplir de ses fantasmes. Donc cette bergerie qui est totalement vide, elle aussi, qui est obscure, comme une bouche obscure, un peu terrifiante, bien sûr, elle va la remplir de son imaginaire. Donc il y a là un travail sur l'espace aussi, sur l'espace onirique, sur l'espace fantasmatique. Donc cet espace va devenir disons la scène quasi onirique et poétique qui est habitée par l'esprit dont Isabelle a parlé à sa sœur Anna après la projection ou pendant la projection du film. Donc, et tout cela va être évidemment souligné par les traces réelles, c'est-à-dire les traces de pas, par exemple. Les traces de pas quand Anna essaye de mettre son petit pied dans la trace énorme, qui apparaît énorme du fugitif. Tout cela, bien sûr, crée des liens dans l'esprit d'Anna entre le monstre et le fugitif qui est qu'elle va trouver dans la bergerie. Et autre double, j'ai parlé de Fernando, j'ai parlé du fugitif, autre double de la créature, c'est Isabelle.
parce que la sœur aînée, Isabelle, à un moment donné, elle invente un jeu particulièrement cruel quand elle se déguise, quand elle prend le déguisement du père avec des gants énormes et qu'elle vient effrayer sa sœur comme un jeu. Et là, elle se convertit elle aussi en monstre pour Anna. Donc c'est encore une fois un redoublement, un écho. Un écho, ce sont des variations, des suites, c'est comme dans la musique, hein, des variations musicales sur la figure du monstre. Et enfin, dernier double dont je parlerai, c'est Don José. Don José, c'est à l'école, quand l'instit va chercher le mannequin et demande au gamin de venir placer les organes, etc. C'est un artefact comme la créature de Frankenstein qui est fait de morceaux qu'on assemble et qui ressemble, bien sûr, qui ressemble à l'être humain. Et significativement, c'est Anna qui va lui placer les yeux. Anna qui observe, elle, hein, qui regarde, qui va... donc c'est à mettre en lien, évidemment, avec cette vision pour elle intérieure, bien sûr, et son expérience du monde. Donc, vous voyez que la fiction, elle est remplie, au fond, à tous les niveaux d'écho, de répétition, de reprise, de double, etc., qui donne au film, qui confère au film une structure qui est beaucoup plus une structure poétique et musicale et plastique que narrative. Sans pour cela que la dimension narrative soit complètement éliminée, bien sûr. Il y a une dimension narrative, puisqu'il y a une histoire, disons, c'est l'histoire de l'expérience de Anna avec quelques épisodes, etc. Mais disons que l'essentiel, la structure essentielle du film, elle n'est pas dans la narration, me semble-t-il. Alors je passe à la dernière, non, l'avant-dernière. C'est pas... Il y a plus de... Il y a 15 minutes. Il y a 15 minutes. Mais bon. Oui. Il est tranquillement quand même. Bon, attendez, je bois un coup quand même. Donc, je vais vous parler rapidement de l'éveil au monde. Donc, j'ai parlé de la dénarrativisation, fragmentation, multiplication, équivocité, autant de procédures donc, qui opacifient le mythe et qui empêchent toute interprétation univoque de la fiction. Alors, ce qui demeure, c'est l'appropriation du monstre à laquelle se livre Anna pour sa propre naissance au monde. Elle s'approprie la figure du monstre. Pourquoi il tue la petite fille et après on le tue? Voilà, c'est la question que Anna, anxieuse évidemment, pose à sa sœur pendant la projection du film. Donc c'est une interrogation qui deviendra le centre vital de sa vie intérieure et de sa découverte du monde. Donc face à un père absent, plus enclin donc à la retraite et à la méditation critique et silencieuse qu'à un quelconque militantisme ou une quelconque révolte ouverte, dans cette après-guerre donc tout à fait sinistre, où la plupart des victimes du totalitarisme, comme je vous l'ai dit, tentent de survivre plutôt que de vivre. Là, il y a une espèce de vie au ralenti, on sent bien dans cette maison. Il n'y a pas vraiment c'est pas très vital, c'est pas grand-chose dans cette famille. Bien. Et qui, donc, face à ce père absent qui, pose plus d'interdits qu'autre chose, Anna cherche seule des figures de substitution de ce père absent et des réponses donc, aux questions qui la hantent. Alors, si j'y arrive,
comme elle n'obtient pas de réponse de cet homme silencieux qui s'est exilé au fond en lui-même, la connaissance du monde pour Anna ne se transmet pas par son père, mais par l'intermédiaire de cet esprit qu'elle invente et qui va s'incarner dans différentes figures et grâce auxquelles elle tente de pénétrer le mystère du monde. Donc l'identification d'Anna au monstre se manifeste dans la fiction à plusieurs reprises. Vous avez notamment quand par le jeu du montage, un plan du fugitif se substitue à un plan d'Anna fermant les yeux. Il y a donc un lien direct qui se crée entre Anna et le fugitif. Ou évidemment, lorsque vers la fin, son visage se reflète dans l'eau, dans la flaque d'eau, et que en superposition iconique et substitution d'image, le plan de la créature, le visage de la créature vient remplacer le sien. Vous avez évidemment là une identification très, très, très nette. Donc, contrairement à sa sœur Isabelle, dont l'attitude rationnelle et domestiquée l'empêche d'accéder au mystère, c'est une fille très rationnelle, Isabelle, hein, qui s'arrête au niveau du jeu, hein, du ludique. Anna, elle refuse de se laisser enfermer dans un principe de réalité qui lui occulte le sens caché des choses, au fond. C'est-à-dire que son aspiration à franchir les limites de l'apparence et de la raison l'amène jusqu'à un territoire interdit qui est à la fois séduisant, attrayant et mortifère. Donc, sa croyance aux fantômes, à tout cet univers onirique et fantasmatique qu'elle invente, la place d'emblée du côté du désir et de la connaissance, et non pas de la raison. Donc, on assiste à la naissance d'une conscience au monde. La dernière phrase du film, prononcée par Anna, c'est une claire affirmation de soi. « Soy Anna », je suis Anna. Dans un temps donc originaire où une enfant pose pour la première fois son regard, ce sont les yeux qu'elle pose sur l'artefact, pose pour la première fois son regard sur un monde où on tue et on se fait tuer sans raison apparente. C'est ce qu'elle voit, c'est ce qu'elle retient du film de Whale. Cette dimension philosophique qui confère au film donc son caractère universel et qui permet donc à un public qui n'est pas hispaniste d'entrer, de pénétrer complètement dans ce film, n'exclut pas bien sûr un ancrage historique, hein, dont le poids évidemment a souvent dominé les lectures, notamment en Espagne, mais aussi en France. Et on ne peut pas s'empêcher de penser que la ruche, qui est une métaphore évidemment, la ruche c'est une métaphore, elle est aussi ambivalente. Et là non plus, on ne peut pas lui assigner un sens univoque. Elle est aussi bien, elle évoque aussi bien une organisation solidaire, celle des abeilles, hein, une organisation solidaire fascinante, que l'écrasement de l'individu par le groupe, au fond. Hein. C'est une vision proche de celle de Maeterlinck, dont La vie des abeilles, dont s'est réclamé d'ailleurs Victor Erice, qui est une référence avouée, donc. Et donc les ravages pourraient évoquer les ravages du totalitarisme dans une Espagne de l'après-guerre, hein, où les vaincus asphyxiés, opprimés hein, par une idéologie triomphaliste qui refuse l'altérité, n'ont pas d'autre choix donc que la clandestinité ou l'exil, comme visiblement Fernando, l'exil intérieur, hein, géographique ou intérieur. Donc aussi fascinant et solidaire que totalitaire, vous voyez, il est là aussi, la métaphore est tout à fait ambiguë. Et Anna, qui est au fond orpheline,
puisque la transmission ne se fait pas par les parents. Elle secoue donc le joug des interdits, elle brave les interdits, elle s'invente ses propres monstres, et elle pourrait être ainsi une figure de la résistance et de la rébellion contre un système oppressif et totalitaire. C'est une interprétation, c'est une lecture possible. Je terminerai sur la dimension réflexive de ce film, qui, évidemment, cette structure réflexive est pour beaucoup dans son étrangeté, dans sa densité, dans sa complexité. La rencontre d'Anna et du monstre, c'est aussi celle de l'enfant avec le cinéma. C'est là-dessus que je terminerai. Les deux se confondent dans son expérience. Et Víctor Elice lui-même, je pense qu'il en parle d'ailleurs dans les compléments que vous avez dans le DVD, il insiste dans ses déclarations sur l'aspect documentaire de son film. C'est-à-dire que la projection du film dans ce petit village de Oyuelos est une vraie projection. Les spectateurs sont de vrais spectateurs. Et Ana Torrent, donc l'actrice, qui a voulu conserver son prénom, c'est elle qui a dit « Non, je veux m'appeler Anna dans le film », elle se trouve confrontée pour la première fois avec l'image du monstre. Elle ne joue pas. Elle ne joue pas. C'est une petite fille de 6 ans. Et cette petite fille de 6 ans découvre pour la première fois l'expérience cinématographique avec ce film. Et elle croit à la réalité du monstre pendant tout le tournage. Ça, c'est les déclarations de Elice. Elle y croit. Donc il y a un côté vraiment documentaire. On n'est pas dans la fiction, là. Et vous voyez comment la réalité, évidemment, donne prise à cette évasion dans la fiction et le fantasme. Donc Elice, ça c'est important pour le traitement du film, Elice, comme il l'explique lui-même, ne se penche pas sur la petite fille Anna, sur la petite Anna, avec un regard d'adulte, mais il la filme à hauteur d'enfant. Il se met à la hauteur de l'enfant, on le voit dans tous les plans sur Anna. Il n'y a jamais de... Il faudrait évidemment analyser, et ce serait une analyse encore qui prendrait beaucoup de temps, mais le point de vue de l'énonciation, si vous voulez, sur les personnages, ce qui est très intéressant, c'est différent. Le traitement est différent de la littérature, mais il est extrêmement significatif. Ce n'est jamais un point de vue surplombant. Il ne domine pas les personnages, et notamment la petite Anna. Donc il tente de restituer l'expérience qui fut la sienne, Víctor Elice, qui fut la sienne, dans cette époque, à cette époque de l'après-guerre qu'il a connue, c'est son époque à lui quand il était enfant, bien sûr, où le cinéma signifiait, pour le petit garçon qu'il était, une prodigieuse ouverture sur le monde qu'il découvrait. Ça a complètement changé à notre époque. Il est bien évident que dans une époque bombardée d'images et connectée 24 heures sur 24, il est difficile de s'imaginer l'expérience que pouvait signifier la découverte d'un film dans un petit village de Castille à cette époque-là. Donc là aussi, il faut faire un effort, bien sûr, de recontextualisation. Donc ce pouvoir de révélation qu'a eu le cinéma, et qui peut encore l'avoir, je pense, dans les salles obscures, ce pouvoir de révélation se lit sur le visage d'Anna, qui est littéralement fascinée par ce qu'elle voit. Alors là, je vous renvoie, on ne va pas le chercher, mais au visage de la petite Anna, quand elle regarde, c'était dans les premières images, on la voit en gros plan, avec ses yeux qui lui mangent littéralement le visage, et auquel j'attribuerais le qualificatif, bien sûr que je prends de Deleuze, de visage réflexif. C'est-à-dire le visage réflexif, pour Anna, c'est celui qui exprime une qualité pure, qui, alors je le cite, qui vaut surtout par son contour enveloppant, son unité réfléchissante,
qui élève à soi toutes les parties. Il oppose au visage expressif, vous savez, la colère, la faim, la jalousie, la joie, etc., qui se lie sur sur différentes parties du visage. On hausse les sourcils, on fait la moue, etc. Là, il y a une sorte d'uniformité du visage qui est, il parle des contours, hein, qui est entièrement dans cette fascination de ce qu'elle est en train de voir. Donc c'est un plan qui est là aussi délié du temps de l'horloge. C'est un temps suspendu. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'horloge. Il est détaché du flux d'une temporalité vectorisée, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ce gros plan du visage d'Anna traduit avec force, me semble-t-il, ce premier étonnement, cet étonnement premier, originel, qui est éprouvé avant d'être nommé devant le mystère du monde. C'est-à-dire que là, on voit bien qu'on ne passe pas par une intellection quelconque. C'est vraiment ce premier étonnement face à l'éveil du monde, à la découverte du monde. Donc cette fonction du cinéma, qui a été celle de Victor Elise et bien d'autres, bien sûr, comme expérience fondatrice, elle est notamment signifiée, bien sûr, tout au long du film par la prégnance de l'écran. Je vous ai parlé des écrans, non seulement de l'écran, évidemment, de la séance, mais également les écrans, c'est là que va être exposé le cadavre du fugitif, et puis tous les écrans secondaires dont je vous ai parlé tout à l'heure, je n'y reviens pas. Et bien sûr le parti pris du silence dans le film, qui rapproche le film du cinéma des premiers temps, qui n'était pas parlant, comme on dit, donc qui le rapproche de l'esthétique du cinéma des premiers temps, renforce encore cette dimension fondatrice de l'expérience cinématographique. Et la force du cinéma, sa magie, c'est évidemment celle de l'imaginaire, qui est capable d'inventer un monde où les monstres, l'autre, avec un grand A, ne meurent pas. C'est la fin du film. Donc à la fin du film, Anna quitte son lit et sort dans le balcon de sa chambre, sur le balcon de sa chambre, dans un mouvement donc volontaire on pourrait dire de libération. Elle convoque l'esprit et elle ferme les yeux en affirmant dans le même temps sa propre identité, Choi Anna. Donc il y a là un détournement du mythe originel qui semble dire à la fois la nécessaire affirmation de soi et l'indispensable acceptation de l'autre et de l'autre de soi aussi, le monstre que nous avons tous en nous. Y colorín colorado, este cuento se acaba. Ça c'est pour les hispanistes. C'est ce qu'on dit aux petits enfants quand on a fini une histoire.